Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission du kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes là, votre rendez-vous hebdomadaire. On commence par évidemment enregistrer le jeudi soir et nous sommes en direct en ce moment sur Facebook. On salue la communauté Facebook. Et demain, vendredi, ce sera 20h, samedi, ce sera 10h, dimanche, samedi 18h, après le Deux mots quatre paroles, et le dimanche à 10h. Donc, merci d'être avec nous. Ce soir, nous avons un beau plateau, comme à l'accoutumée. Je commence par Raphaël Séminor. Bonjour Raphaël, comment ça va? Oui, bonjour Mano et bonjour à mes amis chroniqueurs que je rejoins sur ce plateau assez régulièrement, enfin tout au moins 2 fois par mois, de telle sorte que nous puissions disserter et présenter notre actualité et l'actualité de la Martinique et à l'international, bien entendu, et l'actualité française à nos téléspectateurs et nos téléspectatrices que je salue, à qui je dis un bonjour fraternel. Merci beaucoup Raphaël. À côté de toi, le rédacteur en chef du journal La Justice, qui titre cette semaine Trump vers un monde plus dangereux. Il va nous en dire 2 mots dans quelques instants. Oui. Merci d'être avec nous, Michel. Oui, nous sommes toujours très heureux de pouvoir donner aux téléspectateurs le point de vue du journal Justice sur cette actualité qui est effectivement, à la fois, comme tu l'as dit, une actualité martiniquaise, mais en même temps, nous n'oublions pas que nous sommes dans le monde, une actualité internationale. Et que le monde est devenu un village. Tout à Avec fait. tout ce qu'on a maintenant pour transmettre. Ah, tout à fait. Et particulièrement en ce moment, l'interférence entre les discussions que nous pourrons avoir sur nos problèmes martiniquais, notamment la vie chère, etc., et puis le reste, nous montre que les problèmes sont liés. Ouais. Les problèmes sont liés et qu'on ne peut pas dissocier l'analyse que l'on fait sur le plan. Je prends un exemple. Oui. On vient de sortir. Le PIB, le produit intérieur brut de la France, vient de reculer de 0,1% au dernier trimestre de l'année 2024. Autrement dit, le lien qu'il y a entre l'économie de la Martinique, l'économie de la France et l'économie de la Martinique ne peut pas être dissocié. Ah oui. Par conséquent, je prends simplement une nouvelle qui vient de sortir il y a même pas une demi-journée. C'est ça. Bon, C'est donc, ça. et je pense que les Martiniquais sont conscients de ça. D'ailleurs, ceux qui nous interpellent, moi, j'ai été interpellé hier soir en allant faire mes courses, je ne vais pas dire où, mais en allant faire mes courses par un Martiniquais qui m'a dit qu'il habite Balata et qu'il est content d'entendre, d'avoir des nouvelles. Il m'a dit pourquoi? C'est un côté de tant de nouvelles de Cuba. Cuba, parce que rien que on a du cas de Cuba, et que de temps en temps, on a des informations sur ce pays qui se débat dans une situation particulièrement difficile. Très bien. Merci beaucoup, Michel. Nous avons aussi avec nous le plus jeune du plateau, Mathieu Cordémy. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, ravi d'être parmi vous pour échanger cette semaine. C'est vrai que l'actualité internationale, nationale, mais aussi locale est difficile cette semaine et marquée notamment par des catastrophes dans le domaine du transport aérien, mais transport terrestre aussi. Donc, ce qui fait que l'actualité est assez difficile. En tout cas, nous sommes ravis de pouvoir échanger cette semaine et de pouvoir confronter nos avis et nos points de vue sur les différents sujets. En tout cas, merci. Tout à fait. D'ailleurs, puisque tu parles de transport et d'actualité malheureuse, c'est vrai qu'il y a eu ce crash à la Dominique cette semaine avec 4 Martiniquais, 4 jeunes Martiniquais, vraiment jeunes. 4 jeunes Martiniquais, peut-être d'en dire 2 mots si vous le souhaitez. Et puis, le crash aux États-Unis, à Washington, entre un hélicoptère de l'armée
et un avion de transport. Un avion de ligne, ouais, c'est ça. Un avion de ligne, quoi. Oui, c'est bien ça. C'est terrible. L'American Airlines. Ah, c'était American Airlines. Oui, c'est bien ça, Ouais. American Ouais. Airlines. Une filiale américaine. Oui, mais bon. Ouais. Oui. Un avion affrété, quoi, en fait, c'est ça. Donc, est-ce que ça devient de plus en plus difficile et dangereux peut-être de voyager en avion? Moi, je ne sais pas, peut-être que c'est la malchance en ce moment, je ne sais pas. Normalement, dans les statistiques du transport, le transport aérien, c'est le transport le plus sûr. Le plus sûr. C'est ça, normalement. Donc, mais malheureusement, il y a des fois des lois de série. Et ici, Ouais. on connaît ça, malheureusement. Et c'est vrai que ça nous rappelle des souvenirs très difficiles. En tout cas, là, on a une Bien pensée, bien sûr. sûr, pour les 4 familles. Hein. Le C'est Venezuela Martiniquais qui aussi, était à bord, mais à le l'époque, Venezuela, ouais. voilà, les 162 Martiniquais, plus les 8 membres d'équipage en 2005. Donc, ce qui fait que, bon, là, ça fait 20 ans, là, quasiment. 20 ans. Mais on n'oublie pas, en tout cas, moi, je revois ces images et c'est vrai qu'ici, on a déjà apporté un lot tribut aux catastrophes aériennes ici en Martinique et c'est très difficile. Et on a une pensée pour les familles parce qu'on sait que ce sont des moments terribles et très difficiles. En France, on a vu qu'aujourd'hui, par exemple, il y a eu un accident, une catastrophe terrestre avec un bus qui s'est renversé. Malheureusement, une jeune de 15 ans qui est décédée, près de 16 jeunes qui ont été transférés à l'hôpital. Donc, ce qui fait que... Mais dans les statistiques, en tout cas, le transport aérien reste quand même le transport le plus sûr. Mais en fait, c'est le caractère inexorable de ces accidents-là. Un accident d'avion ou d'hélicoptère, quel que soit l'aéronef, on est sûr qu'il y aura très peu de survivants. Et c'est ça le problème. On a un accident de voiture, bon, c'est un accrochage, il y a des blessés, parfois il y a des morts, mais en avion, on est quasiment certain. Surtout le nombre. Mais C'est oui. ça qui manque, en fait. Et ces jeunes Martiniquais, avec un pilote de 22 ans qui était, paraît-il, assez talentueux, mais les conditions... Alors j'ai écouté le père de la jeune femme qui est décédée, celle de 24 ans, et Marceline Martinon, et le père disait, j'ai dit à ma fille de ne pas partir, parce que les conditions météorologiques n'étaient pas satisfaisantes. Mais finalement, je ne sais pas, le petit groupe de 4 personnes a dû décider de braver en fait cette météo qui était défavorable. Et il est parti quand même, et puis on sait le résultat. Mais c'est bien malheureux pour ces 4 familles. Il y avait 2 d'entre eux qui travaillaient à la mairie du Lamentin. Et c'est pour ça que le maire a souhaité mettre en place une cellule psychologique. Puisqu'évidemment, enfin, là encore, j'ai écouté les collègues de ces jeunes-là, qui travaillaient dans les services techniques de la ville, qui sont un peu déboussolés, qui se disent... des jeunes comme ça, c'est toujours frappant et c'est toujours désolant de voir nos jeunes Martiniquais perdre la vie de cette manière-là, alors que ça aurait pu peut-être être évité. C'est vrai, c'est vrai. Et c'était des jeunes prometteurs. Hein. Prometteurs, c'est ça, oui. Et- Bien, fort apprécié par C'était leur... pas avec leur club, il y avait plusieurs avions d'ailleurs qui se sont Oui, il y a succédés, plusieurs qui ont avions, succédé leur départ. Ils ont et- donc tous décidé de partir, de repartir. C'était habitué Mais à pas faire. dans la même direction. Hein. Oui, certainement. Ouais. Ils n'ont pas choisi le même voilà. itinéraire, quoi. Voilà. Mais l'avion des États-Unis, ça marque aussi par rapport au nombre de personnes. Oui. Un hélicoptère ne devait pas avoir peut-être grand monde, mais l'avion de ligne était... Mais 64 personnes. Je ne sais pas 64. si tu vois, parfois, quand tu vas sur Internet et que tu regardes la carte des avions qui Oui, sont en train de voler sur le les États-Unis, nombre c'est impressionnant. C'est véritablement impressionnant. Tout Tu à te dis, fait. mais forcément, il y aura un accident. C'est pas possible Ouais, que ouais. des avions volent comme ça. Non. Et ils s'entrecroisent, etc. Ils sont extrêmement nombreux. Et dans le monde aussi, mais en particulier sur les États-Unis, où tu as des distances qui sont importantes. Donc forcément, on privilégie Déplacement. les trajets en avion. Bien sûr. Parce que quand on sort de New York pour aller à Los Angeles, forcément, si on ne prend pas l'avion, On en prend a pour des jours et des voilà, jours. C'est ça. voilà. Et Trump, donc, bien sûr, il a pris ça par les cornes et il accuse tout de suite comment on appelle les hommes là dans la tour Les aiguilleurs Les du ciel. aiguilleurs du ciel. là. Et là, apparemment, il semblerait, en dehors de Trump, il manquait quelqu'un ce jour-là. Oui, Donc, oui. et comme tu dis, il y a tellement de personnes. Le manquement d'une seule personne pour gérer tout ça d'avion, ça peut être catastrophique. Et puis, voilà, espérons que ce ne sont pas des choses qui vont se repasser. Là où c'est, pour moi, terrible, c'est vrai que c'est une catastrophe aérienne terrible aux États-Unis. Ça fait des années que ça ne s'est pas produit. C'est l'une des plus graves qu'ils ont connues. Mais quand tu parles de Donald Trump, pour moi, ce qui est grave, encore une fois, c'est qu'il fait un lien avec l'immigration. Et ça, c'est terrible. Le lien avec l'immigration qu'il fait, c'est en gros, il fait le lien, ça serait presque la faute de pilotes noirs, etc. Tout ça, Ah ouais? c'est terrible le lien qu'il a fait.
il a fait un lien terrible. Et moi, je trouve ça, il a même fait un lien avec le décret qu'il a signé cette semaine. Il a signé un décret pour mettre fin à toutes les aides pour toutes les écoles qu'ils font un peu la promotion de la différenciation raciale, etc., et qu'ils mettent en avant la différence des races, etc. Il a signé ce décret, il a fait le lien avec ce décret-là et le lien avec la catastrophe aérienne. C'est quelque chose de terrible. Et effectivement, il s'est mis à critiquer les aiguilleurs du ciel aussi. Il s'est mis à critiquer la société civile qui s'occupe un peu de l'aérien. Mais pourquoi ? Parce que Elon Musk, qui, par rapport à ces navettes spatiales qui fait décoller, etc., a beaucoup de contraintes par rapport pas au gouvernement, mais aux structures qui sont mises en place, à des contraintes environnementales, etc., et qu'on lui met en place. Et il y a un lien déjà qui est fait, des attaques terribles. Mais les attaques les plus terribles que je trouve qui sont faites, c'est par rapport au fait qu'il fait un lien avec la race et la catastrophe aérienne qui s'est passée. Et ça, c'est inadmissible. Mais moi, je crois que le pire, c'est que les gens le croient. C'est ça le plus grave. Malheureusement, oui. Il dit des choses comme la catastrophe incendiaire, là, les incendies en Californie. Oui. Il accuse le gouverneur, un gouverneur bien entendu démocrate, Noir. et noir. C'était une femme en plus. C'était une femme. Il l'accuse d'incompétence. Parce qu'il y a des incendies. Oh, il y a des incendies en Californie, à Los Angeles, à San Francisco, chaque année. À Marseille. À Marseille et partout. Partout. C'est le dérèglement climatique qui le veut, qui accélère en fait ce genre de phénomène. Mais Trump va accuser, effectivement. Mais il est tellement outrecuidant, j'ai plus envie d'écouter cet homme-là, très, très sincèrement. C'est trop, c'est beaucoup trop. Le problème, c'est qu'il est entendu et écouté. Écouté. Deux mots, Michel, sur ces catastrophes aériennes-là. Je pense que comme tu l'as dit, c'est outrecuidant, avant même qu'on ait fait des enquêtes, qu'on ait des éléments matériels, de commencer à avancer des explications. Bon, ok. Bon. Monsieur Trump a beau être adoubé par le Seigneur et être envoyé par Dieu. C'est difficile pour lui de pouvoir dire tout de suite, quand il y a un accident à Washington, quelles sont les causes. Et le bureau des accidents a dit que c'est dans un mois qu'ils pourront donner les premières réponses. Bon, alors le responsable de ce bureau a qualifié le propos de Trump d'abject. Abject. Ouais. Bon, par conséquent, et je crois que ça veut dire ceci, que d'une manière générale, il nous faut être absolument vigilants sur l'information et de ne pas réagir de manière émotionnelle à l'événement. D'une manière générale, il faut se donner du recul par rapport aux événements et avoir le temps de l'analyse et de l'information. Bon, d'ailleurs... Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde est journaliste. Hein. Oui. Avant, c'était dans les bars que ces gens-là passaient leur temps à boire un petit punch. C'est un philosophe italien qui disait ça. Auparavant, il suffisait un individu disait quelque chose dans un bar, c'est quelques dizaines de personnes qui pouvaient l'entendre, et maintenant, c'est des milliers de personnes. Tout à fait. Bon, mais ceci dit, si nous avons une chose à dire, c'est que nous venons d'apprendre l'information, nous réagissions de manière émotionnelle, parce que, effectivement, la première chose à faire, c'est notre émotion vis-à-vis de la perte en Dominique de 4 Martiniquais. C'est ce que nous avons fait. Bon, aux États-Unis, c'est la perte de 64. Bon, 60 personnes, et puis des civils, et puis alors l'hélicoptère, 4 militaires. Bon, c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, attendons. Très bien. Alors, puisqu'on est sur Trump, on suit pas l'ordre donc du sommaire. Donald Trump qui règle le problème des migrants avec la Colombie. Vous avez suivi ça, je pense. Il a renvoyé 2 avions, je crois, et les Colombiens ont refusé de les accepter. Ils sont repartis vers les États-Unis et Trump a décidé donc de changer les taxes qu'ils vont payer
d'importation, d'alourdir de 25, voilà. Et ensuite, de ne pas délivrer des visas, un peu comme ça, voilà. Et Gustavo Petro a reculé. Oui, en une heure. En une heure, il a reculé. Mais pourquoi est-ce qu'il a reculé? Alors, je vais vous raconter mon expérience de Gustavo Petro. Parce que lorsqu'il a été investi, le jour où il a été investi, je suis arrivé à Bogota. Et je suis allé, alors nous étions 4, nous avons déposé nos affaires à l'hôtel. Et lorsqu'on a appris que c'était le jour de son investiture, on a couru sur la place Bolivar, où se trouve le gouvernement. Et en fait, finalement, où avait lieu l'investiture, il y avait des milliers de gens. Nous nous sommes infiltrés comme ça, on a essayé d'arriver sur la place. On y est parvenu pour voir cette ferveur qu'il y avait autour de Gustavo Petro, qui, je le rappelle, est un ancien guérillero et pratiquement premier président de gauche de Colombie. Jusque-là, il n'y avait que des présidents de droite. Donc il y avait une ferveur autour de cet homme-là. Je l'ai croisé encore après, près de l'aéroport. Il y avait effectivement une série de voitures pour le protéger. On ne savait pas dans quelle voiture il était, parce qu'il fallait qu'il se protège, notamment des narcotrafiquants. Parce qu'il avait promis à la population colombienne, effectivement, d'éradiquer, enfin, d'éradiquer, c'est bien qu'il n'allait pas éradiquer, mais en tout cas, de stopper, de faire reculer le narcotrafic. Mais aujourd'hui, Gustavo Petro n'est pas aussi populaire qu'il y a 2 ans et demi. On lui reproche effectivement cette situation économique qui est désastreuse. Et par conséquent, lorsque Trump dit « nous allons augmenter les droits de douane de 25%, de 50%, il y a eu un tollé contre lui en disant « nous allons avoir des difficultés pour exporter nos produits vers les États-Unis ». Parce que les États-Unis sont effectivement un marché relativement principal pour la Colombie. Et c'est pour ça qu'il a reculé. Parce que sinon, vous avez vu sa première réaction était d'affronter Trump. Mais très vite, il s'est dit, compte tenu de la bronca créée par ses propos contre Trump, il s'est dit, il vaut mieux que je recule, parce que là, je vais perdre encore en popularité. Donc, vous voyez la différence entre cette ferveur le jour de son investiture, des milliers de personnes, et puis à écouter religieusement le discours de Gustavo Petro, et puis aujourd'hui, où il est moins populaire, parce qu'évidemment, la situation économique de la Colombie est ce qu'elle est, parce que c'est un pays, qu'on le veuille, c'est un pays en difficulté, comme tous les pays d'Amérique du Sud. Et oui. Par conséquent, Trump a eu raison, a eu raison de lui, je dirais, de lui. parce qu'il l'a menacé, et la menace a prospéré. Le Honduras, la présidente, je crois, du Honduras a proposé qu'il y ait une réunion des pays latino-américains pour qu'ils adoptent une position commune face à Trump. Bon, en tout cas, c'est ce problème de l'immigration, de l'expulsion des migrants est un problème qui concerne pas seulement la Colombie, mais l'ensemble des pays latino-américains. Mais ça concerne ici la France. Hein? Exactement. On est dedans tout le temps. Tu voulais dire un mot sur ça? Non, ce que je voulais dire, c'est en tout cas, j'ai déjà été avant choqué par les images, parce qu'ils font quand même une propagande sur ces images où on expulse, puisqu'il a annoncé dans sa campagne qu'il voulait expulser 11 millions d'étrangers. Et malheureusement, je suis choqué de voir des enfants, j'ai même vu des personnes handicapées, des personnes âgées sur des béquilles, etc., qui sont enchaînés, les bras, mais les pieds aussi. Ils sont dans des avions, souvent dans des avions militaires, dans des conditions difficiles. On a vu des témoignages où on dit on les laisse pas ni aller aux toilettes, on leur donne pas d'eau, etc. C'est des conditions exécrables et difficiles. Et d'expulser tout le monde comme ça, sans distinction, etc., je trouve ça quand même terrible. Ce sont des conditions inhumaines qui sont mises en place. Et stigmatisé en permanence comme ça, on voit que c'est sa politique. Hein. D'ailleurs, il a dit, on l'a parlé tout à l'heure, on l'a vu, quand on parle de catastrophe aérienne, on dit que ce sont les politiques de discrimination qui ont été mises en place, en gros, pour permettre aux personnes de couleur noire, etc., d'accéder à des postes dans la fonction publique, etc., qui ont causé la catastrophe aérienne qui s'est passée à Washington. Ce sont des choses terribles de dire des mots pareils. Et expulser des gens dans différents pays comme ça, je trouve ça quand même terrible. Et tout de suite, bien sûr, pour faire une menace en disant qu'on va augmenter les taux de douane, on va les faire passer à 50% pour pouvoir faire plier un pays. Et puis, bien sûr, on voit
tout de suite le Rassemblement national en France, si on doit faire un lien, qui dit, eh ben moi je ferai comme Trump en Colombie, puisqu'on sait ce qui s'est passé avec notamment les influenceurs algériens qui avaient tenu des propos et qu'on avait expulsés en Algérie et que l'Algérie a renvoyé en France et que la France n'a pas réussi à les faire repartir. Tout de suite, le parallèle a été fait. Tout de suite, le parallèle a été fait, mais sans tenir compte que on ne peut pas comparer les relations entre les États-Unis, un grand pays comme les États-Unis et la Colombie, et la France et l'Algérie, surtout que, rappelons que par rapport à la guerre qui se passe avec l'Ukraine et que la France est obligée de s'alimenter actuellement, notamment dans certaines énergies, en Algérie, gaz, pétrole, etc., et que ce ne sont pas les mêmes relations commerciales et que ça n'a rien à voir. Parce qu'il faut qu'on parle aussi des relations commerciales, comme l'a dit Raphaël, c'est ça qui a fait basculer la balance avec la Colombie, en tout cas. Alors, je voudrais revenir sur ce que tu as dit. 2 ans après son investiture, il était en perte de vitesse. Une grande perte de... Et je me demande, souvent on entend ça, un président est élu avec une grande majorité, et en moins de 2-3 ans, là, ça plonge. Et c'est pas seulement les pays américains, sud-américains. Je pense que c'est de manière générale. Pourquoi les politiques perdent tout de suite comme... Est-ce que c'est parce que la population espère tellement et qu'elle n'a pas suffisamment rapidement de résultats qu'elle fait ça? Mais quelqu'un qui vient d'entrer en politique, qui vient d'être élu, il faut lui donner le temps de préparer ce qu'il a dit. Mais tu sais, c'est des modèles économiques qui doivent être revus avec des interférences internationales. Et c'est difficile de changer de modèle économique comme ça, parce qu'il y a bien le narcotrafic en Colombie qui rapporte beaucoup, mais qui rapporte à ceux qui font le trafic et non pas à l'État, puisque c'est quelque chose d'occulte à côté. Et donc, il est absolument nécessaire pour ces pays-là, pas seulement la Colombie, mais la Bolivie, le Pérou, ce sont des pays qui sont de gros producteurs de coca. Et il est absolument nécessaire, en tout cas, de faire régresser ce trafic-là pour que l'État puisse profiter effectivement d'un modèle économique différent. Et aujourd'hui, comme la population espère, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Colombie, il y a eu une bataille contre les FARC pendant des années. Rappelez-vous Ingrid Betancourt qui avait été retenue en otage pendant 6 ans par les FARC. Et Gustavo Petro est un ancien guerrier. Et en fait, finalement, repenti parce qu'il a décidé de prendre la voie démocratique, évidemment. Et il a fait naître un espoir terrible auprès de la population. Sa première vice-présidente est une noire. Elle s'appelle Francia. Sa première vice-présidente, ce qui n'était jamais arrivé en Colombie. Parce que vous savez, en Colombie, comme dans tous les pays d'Amérique du Sud, il y a une stratification sociale. Les Blancs sont ceux qui dominent, la classe supérieure en quelque sorte. Et puis les Noirs sont les laissés pour compte. Ça me rappelle d'autres départements de la France. Absolument. Et donc il a choisi une Noire comme première vice-présidente. Bien sûr, je vous passe les Coulibet, enfin toutes les... Quoi qu'il en soit, il a résisté. Il y a un racisme, de toute façon, anti-noir dans tous les pays latino-américains, extrêmement fort. Mais en gros, le schéma de la structuration sociale ressemble un petit peu à celle des Antilles françaises. Bon, par conséquent, il ne faut pas être surpris qu'en Colombie, on retrouve les mêmes... Bon, au sommet de la société, les Blancs, n'est-ce pas, avec des nuances, et puis en bas de la société, les Noirs et surtout les Indiens. Les Indiens. OK. Bon, par exemple, au Venezuela, c'est le cas. Oui. OK. Au Pérou. Oui, dans tous ces pays d'Amérique latine. Je ne parle même pas du Brésil. Mais Biden avait comme première vice-présidente Kamala Harris. Kamala, c'était pas une noire de chez nous, mais c'était... C'était une métisse, quoi. C'était une métisse. Son père était jamaïcain. Bref. Quoi qu'il en soit, c'est le monde qui avance de cette manière-là. Il faut espérer que ça change un jour. Alors, il y a eu cette semaine une perquisition chez le Oeoprak. Donc, vous en avez entendu parler, ça a été dit sur les ondes.
Quel est le résultat? Bon, personnellement, je n'ai pas entendu parler de résultat, je ne sais pas. Si Mais le résultat est négatif, ils n'ont rien trouvé. ils n'ont rien trouvé. Mais comment trouver quelque chose? Mais non, non. Comment On ne trouver quelque chose? peut pas dire qu'ils n'ont rien trouvé. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne sais pas ce qu'ils ont trouvé. Mais en tout cas, sur le plan de la médiatisation, il a été indiqué qu'on n'a rien trouvé. Non. C'est pas ce que j'ai entendu. Bon, alors écoute. Non. Non. Mais est-ce que suite à le 21 et 22 janvier, avec le procès, enfin tout ça, est-ce que c'était une perquisition aussi rapprochée? Est-ce que quelque part ça donne pas l'impression? Voilà. Je Tu fonces pose tout une droit. question. Je pose une question, vous pouvez dire le contraire. Mais tu fonces tout droit. Là. On t'attend un piège, on agite un truc et puis tu fonces tout droit. Alors Michel, explique-nous alors. Non. Il a Ce été que l'on a annoncé. trouvé. Il a été annoncé par la justice qu'il y a eu une perquisition. Point. On est trop émotionnel. Donc, Tout à fait. point. Donc nous ne savons pas si ils ont trouvé quelque chose. Ça Bon. n'a pas Il y a été des dit, en tout cas. rumeurs. Il y a des rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux. Ces rumeurs, bon, je ne vais pas en faire état. OK? Le fait est, c'est que il y a un communiqué qui a été dit, comme quoi il y a eu une perquisition. Point. Bien. Ben, Point. C'est tout, sans commentaire. No comment. Mais moi, ce que je dis, et qui me paraît logique, comment voulez-vous qu'après toutes ces perquisitions précédentes, on en trouve quelque chose chez les 3 ou les 4 personnes concernées? Comment peut-on trouver quelque chose? Alors, moi, t'es quand même un couillon. Alors, je sais qu'il y a une pression qui est exercée sur moi. Je vais garder des trucs chez moi. C'est pas possible. ouais. Si j'ai quelque chose, même en cassé, rien ne check pas. On ne va pas quitter bon quand même. Ou la quand même. Ouais. Nous sommes bien d'accord. Oui, tout à fait. C'est ce que je me comprends. dis. Donc pourquoi trouver quelque chose? Comment peut-on trouver quelque chose? Mais ce que j'observe, c'est que c'est une pression exercée sur les 4 principaux membres du RPRAC pour effectivement faire en sorte que bien ils se tiennent à carreau. C'est tout. C'est pour D'accord. ça que Moi, dirais quelque chose. je n'en tire pas ces conclusions. J'en tire que il y a une enquête depuis longtemps sur le problème de la cagnotte qui a été lancée pour financer les actions du RPRAC, qu'il y a des gens qui se plaignent de ne pas avoir reçu de reçus, de factures. On se demande comment sont financés les avocats et que c'est la poursuite de cette enquête. Bien. C'est la poursuite de cette Non, enquête. moi, ce que je peux Donc- dire... donc, Ah, excuse-moi. sauf information de la justice, je répète, no comment. Bien. Donc, Moi, tu as entendu, Mano, ça veut dire qu'il faut qu'on s'arrête là. sur ce J'ai sujet. compris. Bon, moi, Mathieu. je commente très rarement les décisions de justice et j'attends qu'elles arrivent au bout. Mais si je dois rester sur des faits, en tout cas de moi, ce que j'ai suivi, je sépare les choses. Il y a eu un procès par rapport à ce qui s'est passé à la résidence préfectorale. Donc, je dissocie ça à vraisemblablement, parce que je ne maîtrise pas tous les éléments, vraisemblablement à l'enquête qui est en cours, comme l'a dit Michel, comme l'a dit Sur un le peu, financement, par rapport sur le financement de l'association elle-même. Ouais. Il y a eu effectivement des perquisitions dans le cadre du financement de l'association chez 2 protagonistes déjà, et vraisemblablement, l'autre, peut-être parce qu'il est sorti de prison et que là, il a été enfin chez lui, qu'ils ont fait la perquisition chez lui, puisqu'il ne pouvait peut-être pas la faire parce qu'il n'était pas là. Je ne sais pas, j'émets des hypothèses, on ne sait pas, là on est sur des hypothèses, mais ça peut paraître plausible en tout cas, puisque les perquisitions étaient faites en présence des 2 autres personnes. Lui, c'était pas possible de faire la perquisition chez lui en sa présence, puisqu'il y avait une autre affaire en cours. J'ai lu qu'ils sont repartis avec des documents, quelques documents, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet pour l'instant. En tout cas. D'accord. Alors, du coup, M. Germani qui donne rendez-vous en 2026 en demandant de s'inscrire sur les listes électorales, tu vas me dire encore qu'on me tend un piège et je plonge dedans. Mais non, mais tu Là, j'ai entendu ça de mes oreilles, entendu, mes j'ai yeux. lu. J'ai vu, j'ai entendu dans le micro ce que M. Germani a dit. Il a dit tous aux urnes en 2026. Eh bien, très bien. Donc, sur ça, on peut commenter quand même, non? Oui. Oui. Alors, quel est ton commentaire, Michel?
Mais mon commentaire, c'est que ce n'est que la confirmation de ce que nous savons depuis longtemps, c'est que derrière cette affaire de vie chère, il y a la vie chère, il y a le problème de la vie chère, et puis il y a la recherche de positions politiques. Bon. Et que, par conséquent, il n'y a pas que la question de la vie chère. Il y a des calculs de politique pour 2026, les élections municipales. Par conséquent... Ah, mais avant ça, Michel, en juillet, il y a peut-être des élections pour l'Assemblée nationale. En plus. Peut-être. En plus. Bon, par conséquent, je pense que Germany a été un peu imprudent de révéler ça. Imprudent. Là, ça pousse à la réflexion. Tu as dit no comment, mais bon, ça pousse à la réflexion, ça. Non, mais moi, je pense qu'il a été imprudent parce que jusqu'ici, de mon point de vue, il y a une partie de l'opinion publique qui suivait l'action concernant la vie chère en se disant ça concernant la vie chère. Okay. Ça ne concerne pas une action politique. Okay. Bon. Il y a une partie des gens qui sont d'accord pour suivre l'action concernant la vie chère, la solution du problème de la vie chère, mais qui ne sont pas d'accord pour une action politique à caractère municipal. Donc, à mon avis, c'est une imprudence. Bien. Oui. Non, plusieurs choses à dire. D'abord, en tout cas, premièrement, la thématique de la vie chère est une thématique éminemment politique. Ça concerne la vie sociale, la vie économique du pays. Et moi, je trouve pas illogique que le groupe Airbrac se place sur le niveau politique. Parce que c'est une thématique qui concerne la politique. Ça, c'est la première chose. La seconde, rappelez-vous que Haute Goussard s'est présenté aux élections législatives dans le Sud. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'intéresse à la politique et qui a envie de porter sa voix pour régler un certain nombre de problèmes qui concernent la société martiniquaise. Je vous rassure tout de suite, j'essaie d'être objectif et de prendre parti ni pour les uns ni pour les autres. Troisième chose, rappelez-vous que Rodrigue Petitot a indiqué très clairement que les communes dont les mairies n'auraient pas fermé et tant que le préfet ne serait pas parti, il les attaquerait. Il les attaquerait, alors il y a une interprétation à savoir qu'est-ce qu'il veut dire par là, est-ce que c'est une attaque physique, etc. Mais l'autre interprétation consiste à dire nous enverrons des gens contre ces maires qui n'ont pas fermé leur mairie. C'est-à-dire des candidats. Des candidats. Okay. Des candidats. Donc tout est comment dire, dans ce sens-là, dans cette logique-là qui consiste à dire nous allons nous placer sur le champ politique. En plus, quand au début ils ont dit nous ne voulons ni des politiques ni des syndicalistes, ça veut dire que nous voulons prendre la place. Sans compter que maître Georges-Emmanuel Germany s'est déjà présenté à Rivière-Salée. Donc on comprend parfaitement qu'on ne peut pas être surpris. Et puis pourquoi pas? C'est un exercice démocratique, les élections municipales, tout le monde peut venir. Chacun va s'étalonner pour savoir ce qu'il pèse sur le champ politique. Et comme ça va clarifier la situation. Parce qu'aujourd'hui, on se fait plein d'illusions. On se dit, nous avons porté haut un problème qui concerne les Martiniquais dans leur ensemble. Ils sont tous d'accord pour dire qu'il y a un problème de vie chère dans ce pays. Il faut absolument que ça se traduise dans les urnes. Et on verra. Ce sera le moment de vérité. J'ai l'habitude de parler de moment de vérité. Je parle de ça pour le budget de la nation française. Je parle de ça aujourd'hui. Moment de vérité lors des élections municipales prochaines et peut-être des élections législatives auparavant, peut-être en juillet. Voilà. Très bien. Mathieu? Non, moi je trouve qu'il y a une certaine récupération qui est faite et que c'est répréhensible et qu'on ne peut pas agir comme ça.
Notamment, nous sommes tous d'accord qu'il y a une vie chère, etc. Et là, on voit les gens se dévoiler. On voit un agglomérat de certaines personnes se mettre en place autour et qui avaient déjà une certaine ambition. Une ambition qui est claire, c'est une ambition électorale. Et en utilisant ce mouvement, en utilisant la thématique de la vie chère pour arriver à leur fin. Parce que quand on regarde les propos de Maître Germany, parce que j'aime bien, je ne vais pas déformer ses propos, il demande de s'inscrire de vous inscrire d'aller vous inscrire. Il donne rendez-vous dans les urnes en 2026. Et il dit d'attaquer tous les élus qui ne respectent pas et ne se battent pas pour le peuple. Donc on voit bien, les choses sont claires. En plus, le mot c'est attaquer. Ce sont ces propos que j'ai repris, qu'on dise que que je vais un peu plus loin, que je ne respecte pas ces propos. Et je trouve que c'est répréhensible et qu'on ne peut pas agir comme ça. Et on voit d'autres personnes qui ont fait semblant de démissionner, dire qu'il y avait un plafond de verre, etc., alors qu'ils occupaient différentes fonctions. Des fonctions... non, ils occupaient des fonctions quand même assez imminentes et importantes. D'adjoint au maire, ils occupaient des fonctions de communauté d'agglomération. Je veux parler de l'élu qui a démissionné de la ville de Fort-de-France, qui était présent à leur côté et qui donnait rendez-vous aussi en 2026 et qui le disait aussi. Un adjoint au maire de Fort-de-France. Un ancien adjoint au maire de Fort-de-France qui a démissionné en disant en trouvant des prétextes fallacieux, mais on voit bien la réalité des choses. La réalité des choses, le plafond de verre qu'il avait, c'est qu'est-ce qu'il voulait simplement, c'est quel plafond de verre qu'il y a supplémentaire quand vous êtes déjà adjoint au maire. Vous êtes représentant de la communauté d'agglomération, c'est quoi? C'est le poste de maire, c'est tout, c'est ça le seul plafond de verre que je vois, parce que c'est le seul poste qui est de plus important quand on vous donne déjà toutes les fonctions qui existent. Et moi je trouve ça quand même que c'est répréhensible d'utiliser les choses, de mentir à la population, de ne pas dire que ce qu'on voulait absolument, c'est parce qu'on a une ambition politique, et d'utiliser ce mouvement de vie chère, qui est que nous tous qu'on défend, qu'on combat, qu'on connaît depuis de nombreuses années, qu'on essaye d'apporter nous tous notre pierre à l'édifice, et d'utiliser ce mouvement à des fins politiques, et je trouve ça vraiment répréhensible et que honnêtement, en tout cas certaines communes, en tout cas moi en tout cas je considère que Fort-de-France non mais c'est pas que Fort-de-France. Non mais je veux parler de ceux que j'ai vus du conglomérat, mais je veux parler de certains discours que j'ai connus, de ceux que je connais qu'on maîtrise mieux. Maître Germany, non, lui, on sait qu'il s'est présenté à Rivière-Salée, oui, il s'est présenté à Rivière-Salée. Dans le sud, par exemple. Tu vois, oui, mais on voit, il y en avait d'autres aussi qui étaient présents, mais en tout cas, je trouve qu'au niveau de la population, qu'on ne doit pas mentir à la population et dire vraiment les choses. Non, mais c'est le jeu démocratique. Bon, il appartient à la population de débusquer les menteurs, de débusquer. Je ne dis pas que c'est répréhensible, parce que moi, je pense que c'est extrêmement important que les gens sachent ce qu'ils pèsent. Parce qu'ils s'imaginent, parce que c'est ça, hein, ils s'imaginent qu'ils pèsent quelque chose parce qu'il y a quelques milliers de personnes. Ils ont réussi à mettre quelques milliers de personnes dans les rues de Paris, à 2 reprises. Quand je regarde ce qui se passe dans leur QG, là, sur le stade de Dillon, enfin, sur le parking de Dillon, il y a quelques dizaines, voire des centaines de personnes autour d'eux. Donc ils se disent, mais voilà, nous avons un peuple derrière nous, et donc nous pouvons aller aux élections. Moi j'ai ciblé, aux élections. Moi j'ai ciblé juste certaines personnes qui sont simplement dans une stratégie de poste, mais c'est tout, et qu'ils inventent et qu'ils sortent n'importe quoi, qui racontent n'importe quoi à la population et qui mentent aux gens. C'est tout ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu simplement montrer qu'il y a des gens qui étaient, contrairement à ce qu'ils ont dit, et là c'est la preuve, et on le voit, ils étaient juste dans une stratégie de poste, c'est tout. Mais excuse-moi Manon, mais tu sais Mathieu, c'est pas la première fois qu'on va voir ça. Oui, bien sûr, mais en tout cas, il faut le dénoncer quand même. Mais oui, ça existe, et il appartient à la population de faire la part des choses. Oui. Moi, c'est ce que je me dis. Voilà. Bien. Bon, en tout cas, moi, le métier de ma position, c'est que la question de la vie chère est une question transversale. C'est une question transversale sur laquelle on a mobilisé un certain nombre de gens, de manière démagogique d'ailleurs, en disant, voilà, il faut aligner les prix sur ceux de la France. Alors, comme s'il était possible de ramener la Martinique à l'île de Noirmoutier en Bretagne. Bon. Il y a des gens qui ont cru à ça. Bon. La réalité, c'est que on s'est rendu compte au fur et à mesure des tables rondes que la question de la décomposition des prix est beaucoup plus compliquée que cela. Que par conséquent, d'ailleurs, le projet de loi des socialistes, c'est la même chose, c'est la même démagogie. Il faut ramener les prix au même niveau que la France. Bon.
Ça s'appelle de la démagogie. Parce que la réalité, c'est que sauf si le budget de la France prend en charge chaque année le coût des frais d'approche, chaque année dans le budget, et comme le budget est voté chaque année, il faudra négocier chaque année. Donc, si le budget de la France ne prend pas en compte les frais d'approche des produits qui sont pas pour la Martinique seulement, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, et peut-être aussi Polynésie et Nouvelle-Calédonie. Bon. Bien. Non, parce que c'est ça la réalité. Bon, et d'ailleurs, M. Ajar vient de sortir un brûlot en disant que le projet de loi socialiste n'est pas réaliste. Il n'est pas réaliste. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Bon, par conséquent, la question de la budget est une question transversale. Tout à fait, on va en parler parce que... C'est une question, comme tu l'as dit, éminemment politique. Même le ministre d'État en parle. Mais avant de parler de ce qu'il a dit, M. Manuel Valls, est-ce que l'État touche sur, pas la TVA, mais sur ce qui permet de donner de l'argent aux communes? L'octroi de dotation, mer. La dotation. Est-ce que l'État touche une partie de cet argent? L'État touche 1,5% du produit global. C'est-à-dire de l'octroi de mer. De l'octroi de mer régional, l'octroi de mer régional, l'octroi de mer. C'est-à-dire l'octroi de mer qui est servi aux collectivités locales, enfin aux communes, pardon, et l'octroi de mer régional qui est servi à la CTM. 1,5%. Alors si c'est... Ça représente quelque chose, hein? Ben oui. Bon. Mais si l'octroi de mer est supprimé, puisque c'est ce que l'Europe cherche à faire depuis quelques années. Non, mais l'octroi de mer n'est pas supprimé. Enfin, oui, Si, je dis bien si. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que l'État, et puis après la TVA devient une TVA nationale, est-ce que l'État a gagné plus d'argent, si jamais c'est ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est une question. Hein. Aujourd'hui, je réponds à ta question. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, en gros, je donne les chiffres à la louche. L'octroi de mer, c'est à peu près 350 millions d'euros. La TVA, à Martinique, la TVA, c'est 450 millions d'euros. Donc, la TVA rapporte plus que l'octroi de mer. Par conséquent, c'est ça le problème. Alors que le taux de TVA est minoré par rapport à la France. Oui. Donc on voit bien que l'octroi de mer, c'est la mauvaise victime, quoi. Alors, l'explication est tout simplement la suivante, c'est que la TVA s'applique aussi aux services, alors que l'octroi de mer ne s'applique pas aux services. Voilà. D'accord. Ok. Mathieu, sur ça? Non, c'est... La perte de l'octroi de mer. Moi je pense, honnêtement, rationnellement, c'est sûr qu'il y aura une augmentation de la TVA dans certains secteurs. Ça, c'est sûr, parce qu'on sait très bien que dans certains secteurs, on a une TVA minorée parce que l'octroi de mer existe. Donc, bien sûr, ils vont rattraper. Est-ce qu'ils vont rattraper? Et c'est le débat, d'ailleurs, qui se passe depuis un moment dans les négociations et dans ce qu'ils sont faits avec l'Europe, etc., dans les hypothèses qui sont mises en place et qu'on voit dans certains, qu'on a vu, en tout cas moi, que j'ai lu dans beaucoup de rapports, c'est-à-dire qu'ils veulent faire remonter la TVA dans beaucoup de secteurs pour pouvoir, si l'octroi de mer disparaissait, en tout cas, il ferait remonter la TVA, puisqu'on a une TVA minorée dans beaucoup de secteurs. Oui. Et c'est là qu'il y a effectivement un autre danger, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et de toutes les façons, c'est l'État le gagnant, en fait, dans l'histoire. Si jamais ça se passe comme ça. Après, il y a, de toutes les façons, s'il n'y a pas l'octroi de mer, je pense que comment vont faire les collectivités possibles, l'État sera obligé de tenter, en tout cas, d'aider ces collectivités à mettre en place, en tout cas, même de manière équivalente, les ressources de cet octroi de mer-là. Mais on sait très bien ce qui se passe depuis de nombreuses années. Une loi de finances, à chaque fois, dans chaque loi de finances, on voit les dotations diminuer, ce qui fait que ça met les collectivités en grande difficulté. Les collectivités chaque année, il faut négocier.
Notamment Et le pour les président dotations. Letchimy a dit dernièrement que depuis quelques années, l'État doit 150 millions. Sur l'aide sociale par année, oui, tout à fait. Exact. Et Exact. par exemple, j'étais en train de lire une autre région, là, le Pays de la Loire disait, ouais, c'est le Pays de la Loire, je crois qu'il disait, eux, c'est la région, le département, Pays de la Loire disait que eux, c'est 90 millions. Donc, on retrouve toutes les collectivités sont en grande difficulté Mais à ce niveau-là. il faut dire à ce propos, enfin nous l'avons déjà évoqué ici, hein, que c'est une vieille revendication de la part notamment des départements, parce que c'est les départements qui servent effectivement des aides individuelles de solidarité, c'est-à-dire le RSA, Ouais. la PCH pour les personnes handicapées et l'APA pour les personnes âgées. Ce sont les départements qui servent ça en France. Pourquoi? Parce que c'était l'État qui servait et l'État a transféré cette mission-là aux départements. Et les départements, voyant que l'État ne compensait pas à l'euro près la dépense effectuée Tout à fait. par eux, les départements, ont posé une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel qui a tranché, qui a dit non, tout le surplus, le nombre de bénéficiaires qui augmente, c'est vous qui devez le prendre en charge en s'adressant au département. La CTM naturellement a récupéré ce problème-là, parce que la CTM, c'est le regroupement du département et de la région. Donc aujourd'hui, Serge Letchimy dit il nous manque 150 millions d'euros parce qu'il évalue ça au nombre de bénéficiaires qui a augmenté de manière exponentielle, puisque forcément, là, il y a une situation de pauvreté qui est en train d'exploser, et forcément, le nombre de bénéficiaires augmente. Donc, il est obligé de verser 150 millions de plus que ce que lui donne l'État, alors qu'il dit, mais c'est pas normal, j'exerce cette mission-là pour l'État. En votre nom, ouais. En votre nom. Pourquoi est-ce que vous ne compensez pas à l'euro près la dépense que j'effectue au titre des aides individuelles de solidarité? Eh bien, le problème, c'est que ça a déjà été tranché. Mais ce que je dis toujours, la vérité d'hier n'est pas forcément la vérité de demain, ne sera pas forcément la vérité de demain. Donc, il faut continuer à lutter. Parce que ce n'est pas normal. C'est comment dire, c'est pas normal du tout que l'État ne compense pas une mission que l'État a transférée aux collectivités, enfin au département, et en l'occurrence à la CTM. Ce n'est pas normal que ce ne soit pas compensé à l'euro près. C'est un problème que tu poses là, mais c'est distinct du problème de la TVA et de l'octroi de mer. La question que tu posais tout à l'heure, est-ce que on veut supprimer l'octroi de mer et le remplacer par la TVA? Parce que parmi les projets des gouvernements, notamment du ministère de l'économie et des finances, et notamment l'ancien ministre de l'économie et des finances, j'oublie son nom. Bruno Le Maire. Bruno Le Maire. Son projet, c'était de supprimer l'octroi de mer et de mettre à la place la TVA. Et de remonter la TVA, donc, qui est à 8,5%, Au 26, comme en France. de la mettre à 20%. Et de dire aux communes d'outre-mer, on va vous remplacer, on va vous donner une dotation globale de fonctionnement, mais dotation globale de fonctionnement, comme il dit, qui chaque année sera négociée et qui ne sera pas nécessairement équivalente à ce que percevaient les communes à travers l'octroi de mer. Tu voulais réagir? Oui, il faut absolument que nous nous dressions contre cette solution-là qui consiste à augmenter la TVA pour des raisons extrêmement simples. D'abord, nous perdons notre pouvoir fiscal. Le seul pouvoir fiscal qui nous reste, c'est l'octroi de mer. Nous bénéficions du foncier bâti, c'est-à-dire du produit du foncier bâti, mais nous sommes coincés parce que les taux sont déjà suffisamment importants pour que nous ne puissions pas aller plus haut. Donc on peut estimer que nous n'avons pas ce pouvoir-là. Tout à fait. Les autres taxes qui étaient prélevées sur la population, taxes d'habitation, n'existent plus. Nous sommes bien d'accord, sauf sur les résidences secondaires. Mais ça représente epsilon. La taxe professionnelle a été récupérée par l'État, qui sert une dotation. Donc, le foncier non bâti. Une fraction de TVA. Le foncier non bâti ne représente rien Tout à fait. en matière de produits. Ça veut dire qu'il ne nous reste que l'octroi de mer comme pouvoir fiscal. Ça, c'est un premier élément. Donc, si on veut développer une politique
sur le pays, il faut que nous puissions voir clair, il faut que nous puissions orienter notre fiscalité. Donc il faut qu'on garde ce pouvoir fiscal. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on oublie souvent que l'octroi de mer permet de protéger la production locale. Ça, c'est les deux éléments, c'est quoi? C'est financer les budgets des communes, enfin des collectivités, parce que la CTM en bénéficie. Et c'est aussi protéger la production Tout à locale. fait. Donc il ne faut pas qu'on oublie cet élément-là. Et si c'est remplacé par la TVA, nous avons dit sardine et picarde. Donc c'est pour ça que je dis, excuse-moi, j'en terminerai. Et par ça, c'est pour ça que le comité interministériel des Outre-mer, qui s'était réuni en 2023, qui devrait normalement se réunir au mois de mars. Le SIOM. Il devrait se réunir au mois de mars. Il faut que nous puissions, je l'ai déjà dit ici, que nous montions au créneau pour défendre notre octroi de mer. Quand tu dis nous montions qui? Les élus, parlementaires, la CTM, etc. Comme un seul homme. Parce que l'Europe exige aujourd'hui que nous modifions l'octroi de mer. Mais dans quel sens, on ne sait pas. La Cour des comptes a rédigé un rapport pour indiquer que l'octroi de mer ne remplissait pas la mission qui lui avait été consignée. Je veux bien. Mais comment on remplace l'octroi de mer aujourd'hui? La Cour des comptes ne le dit pas. Ça veut dire que ça laisse un espace pour nos élus. Non, la Cour des comptes ne le dit pas. Je ne sais pas si tu as dit quelque chose. Elle ne le dit pas, mais elle le suggère. Non, mais elle suggère, elle fait un constat. Mais quant à ce que... J'ai lu le rapport, j'ai lu le rapport de manière très attentive. Quant à énoncer des solutions, la Cour des comptes en est incapable. Puisqu'il faut marier plusieurs choses. Protection de la production locale, financement des budgets des collectivités, garder le pouvoir fiscal, la quadrature du cercle. Alors, une question, Michel risque de vous expliquer après moi, mais que je comprenne bien et que les gens comprennent bien aussi, puisqu'il y a des gens qui ne sont pas au même stade que vous dans la compréhension de ces choses. Est-ce que ça a été une erreur fiscalement d'avoir additionné la région et le conseil général? Est-ce qu'on a perdu de l'argent en faisant ça? C'est sur ce plan-là, pas sur le plan politique, mais sur le plan financier. Est-ce que ça a été une bêtise? Ça n'a pas été un gain, mais ça n'a pas été une perte. C'est une réponse de Normand. Non, mais je réponds. Oui. Je réponds. Mais je vais répondre aussi. Mais je parlais sur le plan financier. Sur le plan financier, oui. Oui, c'est bien sûr ce plan-là que tu as posé la question. Oui. Bon. L'addition des finances de l'ancien conseil général et de l'ancienne région, en gros, ça sera aux alentours de 1 milliard 300, 1 milliard 300, 1 milliard 400 millions. Pas tout ça. À peu près. Bon, c'est ça. Bon. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de perte. Mais, comme il y a eu de nouvelles compétences qui ont été, à cette occasion, transférées à la CTM, sans les compensations financières, l'ancien président de la CTM avait fait évaluer le montant qui manquait à la CTM si elle devait répondre aux demandes. ouais. Et c'était entre 250 et 300 millions. Voilà ma réponse. Et ça C'est une remonte étude. à près de 10 ans. Hein. Bon, c'est une étude qui a été faite à l'époque. Bon, plus ce que vient d'indiquer Raphaël, c'est-à-dire le fait que ce qu'on appelle les AIS, les allocations individuelles de solidarité, Les aides individuelles de solidarité. les aides individuelles de solidarité ont augmenté. Bon, ce sont des aides, ce sont des dépenses sociales qui, avec l'accroissement de la pauvreté, nécessairement ont tendance à augmenter. Voilà, c'est ça. Mais Et par conséquent, toujours pas plus de compensation venant de l'État.
et sans plus de compensation de l'État. Donc, de ce point de vue-là, la CTM a perdu. Alors tu vois, je tombe d'accord avec Michel. Mais vous êtes tous les deux conseillers municipaux de Fort-de-France. Il y a deux facteurs. D'abord, et je te remercie de l'évoquer, l'appauvrissement de la population. Une population qui s'appauvrit, Qui vieillit, et qui vieillit, a des besoins qui ne sont pas satisfaits parce que le budget n'est pas à la hauteur, n'est pas au rendez-vous. Et pour une raison extrêmement simple, c'est que les dotations de l'État, qui sont importantes, les dotations de l'État diminuent. J'ai connu une époque où la dotation globale de fonctionnement, qui est la dotation précédente servie par l'État aux collectivités locales, augmentait de 8 à 9% par an dans les années 90. 8 à 9% par an. Aujourd'hui, ça régresse. Donc forcément, quand on fait la balance, les besoins qui augmentent, parce que la population s'appauvrit, et les dotations qui diminuent, donc on voit bien où se situe le problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la CTM est confrontée à une difficulté majeure, parce qu'évidemment, elle n'arrive pas à faire face aux besoins qui sont exprimés par la population, mais ce n'est pas de sa faute. Mathieu, surtout ça... Non, je partage la même chose, donc je ne vais pas faire de redondance, c'est une réalité. En plus, ils maîtrisent très bien les choses, les anciens conseillers généraux, etc. Donc ils maîtrisent, c'est exactement ça. Et ils ont vu l'aspect social, en tout cas, qui plombe la collectivité. Je vais simplement rajouter, aussi, il y a une chose qui n'a pas été faite, et ce qui a été fait en France, quand il y a eu dans certaines fusions entre certains départements et certaines régions, c'est une dotation, en gros, d'amorçage qui est mise en place. Et la collectivité territoriale de Martinique n'a pas bénéficié. Et ça aurait aidé. Pourquoi ? Parce que ne serait-ce que mettre en place, faire les gens travailler ensemble, mettre en place des logiciels communs, etc., tout ça, ça coûte très cher. Et cette mise en place-là a coûté très cher, il y a un coût très important. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau national, qu'ils ont mis en place une dotation pour ça et que beaucoup de collectivités en ont bénéficié. Et ici, malheureusement, en Martinique, on n'en a pas bénéficié. Donc, il faudrait pouvoir rattraper cela, parce qu'en gros, c'est des sommes très importantes. On n'a pas l'impression, mais ne serait-ce que faire la même nomenclature comptable, etc., c'est mettre tout ça en commun, ça a un coût et ça coûte très cher. D'accord, on est sorti un petit peu du sujet, mais oui, non, mais c'est pas mauvais de revenir. On a déjà évoqué ces questions-là, mais je pense que ce sont des questions, d'autant que aujourd'hui se négocie, c'est la commission mixte paritaire pour le budget de l'État. Parmi les sujets qui sont sur la table, il y a la baisse des dotations aux collectivités locales. Bon, par conséquent, il faut savoir si oui ou non, dans le précédent budget Barnier, il était prévu une baisse importante des dotations de l'État aux collectivités locales. Une des causes de la chute du gouvernement Barnier, c'était précisément le rejet de ce projet-là. Alors, la question qu'il faudra se poser, bon, on a augmenté un peu le budget. Le Sénat a augmenté d'à peu près de 400 millions le budget de l'outre-mer. C'est une bonne chose, la semaine dernière. Bon, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est que dans le prochain budget là, qui va être voté, est-ce qu'il y aura un consensus pour adopter ce budget? Et est-ce que les collectivités locales vont être gagnantes ou perdantes? Voilà. Alors, quand tu as dit tout à l'heure là, il faut que tout le monde s'y mette. Exact. C'est pour ça que j'ai peut-être insisté sur tout ça, pour que les téléspectateurs comprennent bien l'enjeu de tout ce qu'on est en train de dire là. Ce n'est pas simplement les politiciens qui sont en poste, ça concerne aussi la population. Bien sûr, bien sûr. Donc il faut soutenir les politiciens, soutenir tous ceux qui se battent pour ça. Mais pour les soutenir, les gens ont besoin d'explications. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Parce qu'il y a une forte pression qui s'exerce. Ben oui. Il ne faut pas oublier que l'Union européenne considère que nous sommes des territoires d'exportation parce que nous avons l'octroi de mer. Donc il faut absolument que nous soyons un groupe de pression populaire. Bon.
Et Il veut que l'octroi de mer, excuse-moi, il veut que l'octroi de mer soit modifié d'ici à 2027. Donc c'est 2027, c'est demain, ça. 2027. Hein. Alors, Oui. j'ajoute la chose suivante, c'est que ceux qui veulent se présenter en 2026, c'est sur ces questions-là que nous aimerions les entendre. Oui. Non, mais il Non, suffit mais tu as pas, raison. il suffit pas de venir de dire je suis l'ambassadeur du Bénin. Presque. Non, mais il suffit pas de venir, d'avoir un bonnet et puis dire je suis ambassadeur du Bénin. Il faut s'intéresser à ces problèmes-là. Comment ça s'appelle au karaté, ce genre d'attaque-là? Comment tu dis ça? C'est un quoi? Alors, ça s'appelle une esquive suivie de contre. Alors là, tu l'as lancé sur un truc là, il va te. Tu comprends? Non, mais Non, c'est... non, mais dans les arts martiaux. Waouh. Dans les arts martiaux, la première chose qu'il faut faire, c'est que tu subis une attaque, tu esquives Ouais. et tu contres. Il faut savoir contrer. Tu comprends? Ok. Et puis utiliser La force de la force de l'adversaire. l'adversaire. Aussi bien en Au judo qu'en pour les arts karaté. martiaux. Tout à fait. Et en aïkido. Allez, on va reprendre le cours de tout ça, mais on a très bien compris. Hein, si on n'avait pas compris avec le titre d'ambassadeur, on a compris avec le chapeau. Mais non, je pense que Michel voulait dire que c'est cette personne-là qui était aussi présente chez la personne qui lui dit que c'est le des principaux groupes qui entraîne la vie chère. En tout cas, je pensais que c'est ce qu'il voulait dire. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, pour ne pas être traîné au tribunal et être accusé de... Comment dire ça encore? Diffamation. Diffamation. Ou injure, peut-être. Les précautions qu'il faut prendre. Parce que, figurez-vous que le groupe GBH porte plainte contre Mathieu Sulé, qui a participé à une émission sur Zouk Télévision. Et Mathieu Sulé a dit un certain nombre de choses qui est sorti déjà dans des médias, que le ministre d'État, le ministre des Outre-mer, il a dit des choses claires. Hein. Il a dit, le ministre de l'Outre-mer a dit, l'opacité autour des marges réelles, ça doit cesser et l'État a un rôle à jouer. Il a dit aussi, il y a des groupes très performants, voire un grand groupe très performant qui joue souvent un rôle d'étouffement de l'économie et du pouvoir d'achat. J'ai pas entendu dire qu'on a attaqué Manuel Valls pour diffamation. Mais Maître Sulé qui dit ça là... Monsieur Sulé a attaqué pourquoi? Pour diffamation. Diffamation sur quoi? Sur ça, Non, sur GBH qui... Non, mais il a dit, non. Il a dit que GBH finance tous les maires de la Martinique. Voilà. Et que les maires ne parlent pas de lui parce qu'ils sont financés. Non, Mais il n'y a pas Donc que ça, c'est ça. pas pareil, hein. Avant c'est pas pareil. cette phrase, il y a une première phrase en amont. Avant cette Non, phrase, parce parce que que j'ai les la propos plainte. de Valls. J'ai la plainte Oui, parce que Non, mais tu nous faut pas sommes mélanger les incriminés. Nous sommes dans ça aussi. Oui, bien sûr. Non, mais toi, tu es une victime collatérale. Je suis une victime collatérale, oui, qui laisse de laisser des plumes dans cette histoire. Écoute-moi bien. Oui. Si tu veux te défendre, il faut te défendre sur des bases solides. Quels sont les propos de M. Ursulé qui sont attaqués par GBH? Comme il a dit, d'après ce que j'ai compris, Ursulé aurait dit qu'il n'y a pas un maire en Martinique Ouais. qui n'est pas élu s'il n'est pas financé par GBH. OK. Et GBH dit que c'est faux, qu'il ne finance pas l'élection, il ne paie pas les maires, qu'il ne paie pas, et que c'est diffamatoire. Déjà, ouais. Ça, c'est toute une chose. Maintenant, les propos de M. Valls, c'est autre chose. Ah, c'est un ministre d'État. Non, c'est pas pareil. Mais non, Je non. plaisante. Vas-y, Michel. Monsieur Valls dit qu'il y a de l'opacité dans les comptes du groupe GBH et que ça peut participer à l'étouffement de l'économie. Bon, ça c'est les propos de monsieur Valls. Oui, c'est clair. Oui, Bon, oui. c'est pas pareil. Oui. D'accord. Mais il est... Oui. Bon, non. Alors... Bon, mais, il faut pas mélanger coco avec les la... abricots.
Ou alors, derrière la porte derrière et puis derrière la porte là. Bon. Il est certain que dans cette affaire, il faut absolument tenir compte de ce qui est dit et dans quel contexte c'est dit. Bon. On ne peut pas, alors toi, on ne peut pas te tenir pour responsable de ce qu'a dit M. Ursulé. Monsieur Ursulé. C'est pas ce que le CSA pense. Hein? Le CSA ne pense pas comme ça. Hein. C'est l'ARCOM maintenant. C'est l'ARCOM. C'est l'ARCOM maintenant. C'est l'ARCOM. C'est pas comme ça qu'il pense. En étant le responsable de la chaîne, je suis le responsable éditorial. Bon, bref. Où tu dois tenir compte, tu dois veiller voilà. Au propos Et qui est tenu. quelqu'un tient des propos de ce genre. C'était en direct sur Facebook. C'était en direct sur Facebook en C'est ça. plus. Donc qu'est-ce que tu peux faire là? Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, je suis moi, dans la plainte. À mon avis, tu es tu dans la peux, plainte, ouais. si tu es un bon avocat, à mon avis, tu vas t'en tirer. Bon, à mon avis, tu ne peux pas être tenu pour Mais responsable. oui, clairement. Tu ne peux pas être tenu pour responsable des propos de M. Ursulé. M. Ursulé, en plus, Surtout est que c'était avocat. en direct. En plus, En c'était direct. Bon. Et sur des accusations qui n'ont rien à voir avec le problème de la transparence et le problème de l'oligopole, etc., dont a parlé M. Valls. C'est autre chose. Ouais. Ah bon. Très bien. Alors, nous allons passer à quelqu'un d'autre aussi qui a quelques petits soucis. François Béou, accusé d'utiliser les mots de Marine Le Pen en parlant de submersion, c'est pas comme ça. Bon, concernant l'immigration. Et les socialistes, la gauche ne sont pas très contents. Les socialistes disent qu'ils risquent au contraire de voter la censure, la motion de censure. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez écouté ce qu'il a dit, François Béou, sur ça? Oui, Tout à fait. bien sûr. Ça a été reproduit à de nombreuses reprises. Oui, oui. Non, surtout qu'il l'a dit à plusieurs reprises. Il l'a dit ça sur LCI, et il l'a répété dans l'hémicycle. Il l'a répété dans l'hémicycle. Oui. Donc c'est là que Boris Vallaud, le président du groupe des socialistes, l'a attaqué en disant mais vous utilisez le même langage que Marine Le Pen, enfin en tout cas que le Rassemblement national, et que ce n'est pas normal. Et si vous continuez, si vous persistez, si vous ne retirez pas ces propos, nous allons évidemment voter la motion de censure. C'est ce qu'il dit. Et en plus, comme ils avaient une réunion, je crois que c'était mardi dernier, parce que ça s'est passé lundi. Lundi, je crois. Ça s'est passé lundi. Lundi, nous sommes jeudi aujourd'hui. Mardi, ils avaient une réunion qui précédait la commission paritaire pour le budget. Ça allait beaucoup s'entendre. Quand on dit commission paritaire, vous savez comment ça se passe. Tous les groupes politiques sont en réunion. 7 députés, 7 sénateurs. 7 députés, 7 sénateurs, mais tous les groupes sont concernés. Tous les groupes siègent dans cette commission paritaire. C'est intéressant de dire ça parce que les gens peuvent croire qu'il s'agit du gouvernement. Hein. La commission paritaire, non, ce sont les parlementaires. C'est ça, c'est pas les parlementaires. Donc en commission paritaire, normalement, ils devaient s'entendre sur le contenu de la loi, sur le projet de loi de finances pour 2025, qui devrait normalement être voté au cours du mois de février. Et j'avais dit la dernière fois que c'était le moment de vérité, parce que s'ils ne s'entendent pas sur le contenu du budget, évidemment, le gouvernement peut sauter. C'est clair. Donc il était important que le Parti socialiste, n'est-ce pas? J'embête toujours Michel sur ça, parce qu'il m'avait reproché de parler trop du Parti socialiste. Mais la réalité, c'est que le Parti socialiste est au centre du jeu politique, je le répète, là. Et donc, le parti socialiste, menace, évidemment, de voter la motion de censure, de faire tomber le gouvernement. Alors, donc c'est pour ça que Béou est inquiet, quoi. Parce qu'il veut séduire en même temps le Rassemblement national, forcément. Parce que ces mots-là, la submersion migratoire, c'est effectivement le langage depuis Jean-Marie Le Pen. Submersion, migratoire. La France est submergée. Zemmour. Et même, mais bien sûr, Zemmour. Mais c'est la fachosphère qui s'exprime comme ça. Zemmour, c'est une vague. Et donc que Bayrou prenne à son compte ce langage-là, mais c'est extrêmement choquant. Choquant notamment pour la gauche. Et même pour le groupe majoritaire, enfin le groupe de Macron, même pour ceux-là.
ils ont été outrés d'entendre Bayrou s'exprimer de cette manière-là. C'est pour dire. Alors, avant de passer la parole à quelqu'un d'autre sur ça, je pense qu'il faudrait féliciter Michel parce que M. Roussel a été élu maire. Donc, c'est ton patron. Ah, il a été élu maire. Ah oui, il a été C'est élu ton camarade. Ce n'est pas mon patron. Le terme patron, tu n'aimes pas. Non, c'est l'occasion pour te préciser. Il y a un parti communiste martiniquais qui est indépendant. Ah, d'accord, ok. Du Parti communiste français. Fabien Roussel est secrétaire national du Parti communiste français, mais nous ne sommes pas subordonnés au Parti communiste français. Très bien. Depuis la lettre à Maurice Thorez. Nous sommes bien d'accord. Alors, pourquoi de la... tu permets que je parle la lettre à Maurice Thorez. Tu sais que je t'embête, Michel, toujours. Oui, hein. alors, tu permets que je Je fasse t'en une prie, petite vas-y, incidence. vas-y, je t'en prie. Le Serge Tali, que tu connais, Oui, il est passé à Zoc TV aujourd'hui. bon, Il Serge a sorti Tali un livre là, avec a la lettre. sorti ouais. un livre sur la lettre à Maurice Thorez. Et j'ai préfacé ce livre. Bon. La particularité, l'originalité de ce livre, c'est que jusqu'ici, on avait publié la lettre à Maurice Thorez, le PPM en particulier, ne publiait que l'interprétation de la démission de Césaire par Aimé Césaire. Bon. L'originalité de ce livre de Serge Tali, c'est qu'il a fait une recherche au journal Justice et il a publié non seulement la lettre à Maurice Thorez, mais il a publié les réponses qu'ont faites à l'époque les communistes. Première, autrement dit, Césaire dit ceci, les communistes répondent ceci. Ah ben. Bon, ce livre est remarquable. Et deuxièmement, il publie des extraits des journaux de l'époque, La Paix, L'Information, Rénovation, Le Coq Sportif, etc. Il y avait quand même une presse. Il y avait quand même une presse importante en Martinique à cette époque-là. Et bien sûr, toute cette presse applaudissait Césaire d'avoir abandonné le Parti communiste. C'est dans ce livre. C'est-à-dire que toute la crème de la bourgeoisie, toute la crème de la réaction avait félicité Césaire d'avoir abandonné le Parti communiste. Et c'est ça qu'il y a dans ce livre qui est important. Voilà. Donc, Mais tu ne nous dis pas si Césaire avait raison de quitter le Parti communiste. non. D'accord. Je te réponds non. Le contraire m'eût On va étonné. pas faire ce débat là aujourd'hui là, parce que sinon. Non, parce qu'il reproche au Parti communiste de ne pas, à l'époque, s'intéresser à la question nationale. Et le Parti communiste déjà était en train de se transformer en Parti communiste martiniquais. Par conséquent, contrairement à ce que dit Césaire, le Parti communiste, d'ailleurs, le Parti communiste, en 1956, le Parti communiste en 1957 est devenu Parti communiste martiniquais avant la création du PPM. Le PPM a été créé c'est le bien. 15 mars. Non, mais c'est bien ce que je te dis. Démission de Césaire en 1956, création du Parti communiste martiniquais en 1957. Donc ça veut dire qu'il y a une relation de cause à effet. Non, il n'y a pas de ressemblance de cause à effet. Le processus depuis 1955, et d'ailleurs, c'est ce qui est expliqué dans ce livre, le processus était déjà en cours. Déjà, les communistes à l'époque avaient adopté comme mot d'ordre la gestion des affaires martiniquaises par les Martiniquais. Ce n'était pas l'autonomie, mais c'était déjà ce mot d'ordre qui avait déjà été adopté. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant du point de vue historique, c'est de montrer, de donner aux gens qui veulent des documents, des prises de position, des documents originaux parus à l'époque, et que un ex-membre du parti progressiste, Tali, avec son épouse, qui est la fille de M. Tali. Non. La femme de Tali. La fille de Jeannie Dancière. Et la fille de Jeannie Dancière
la veuve de Camille Ancel. C'est pas n'importe qui. Très bien. Bon. Alors, Non, Mathieu, il faudrait qu'on fasse une émission un jour pour la lettre à Maurice Thorez, parce que En tout cas, j'aurais des choses à dire et je pourrais t'envoyer mais aussi ce- mes ce écrits, livre, alors, ce même en livre- amont. Ce livre ben, ça m'a donné envie de le lire. Je l'ai vu aujourd'hui sur Zouk Télévision, donc je vais le non, lire. mais- Hein, ça peut. non, mais oui, oui. il a montré le livre. Oui, il a montré. En fait, Il a montré. il produit des articles de journaux tout le long pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé, quoi. D'accord, très bien. Non, en ce qui concerne les propos de Bayrou, le sentiment de submersion, Le sentiment de submersion. pour reprendre véritablement ses propos, est-ce qu'il y a véritablement une submersion des étrangers en France? Là, il y a 5,6 millions d'étrangers en France, ce qui représente environ un peu plus de 8%, autour de 8% de la population. Donc, est-ce que c'est ça qu'on doit appeler véritablement une submersion? Non, c'est faux. En termes de si on doit vraiment, c'est totalement faux. Et moi, ce que je regrette véritablement, c'est qu'en France, on ne parle jamais de l'apport des étrangers auprès de la France, dans différents secteurs, la santé, etc. On pourrait multiplier ces différents secteurs-là. Et ça, je trouve ça quand même que ce n'est pas vraiment bien qu'on parle que, soi-disant, des méfaits, de faits, de violences, etc. Alors que la majorité des violences sont des violences intrafamiliales. Ne serait-ce que ce chiffre-là. Et si on doit rentrer dans les chiffres, ce qu'on reproche aux étrangers, là, en majorité, ça n'existe pas. Par contre, il y a un autre sondage qui a été fait, c'est par rapport aux propos de Bayrou, qui dit que 7 Français sur 10 valident les propos de François Bayrou. Et là, il y a de quoi réfléchir, il y a de quoi s'interroger. Alors, 7 Français sur 10 sont 7 d'accord avec ce Français qu'il sur a 10 dit. sont d'accord avec ce qu'a dit François Bayrou. En gros, 74% alors moi, de la population sur le sondage qui a vais, été mis en place. Oui. je vais essayer de ne pas être, faut pas être étonné. Ouais. d'être iconoclaste. Ce débat sur l'immigration est un débat qui ne touche pas que la France. C'est comme l'octroi de mer. Bon. C'est un débat qui touche Serpent de mer. les États-Unis, etc. L'Allemagne, Alors, L'Allemagne aujourd'hui. L'Allemagne. L'Allemagne, oui. la CDU qui vote Ah oui, avec c'est ça. la... Ah oui. Ce que dit Bayrou est plus subtil. Bayrou ne dit pas qu'il y a submersion. Tu as raison. sentiment. En gros, le nombre d'étrangers en France était, à une dizaine d'années, évalué à 6,5% de la population. Il est aujourd'hui évalué entre 7 et 8%. Donc, globalement, on ne peut pas dire qu'il y a... Par contre, dans certains quartiers, dans certaines zones de France, Provence-Comté, je prends l'exemple à Seine-Saint-Denis, et surtout, dans certains secteurs, sont concentrés un certain nombre d'immigrés maghrébins et noirs. Et c'est là que certains Français ont le sentiment, et non pas la réalité. Et c'est ce que dit Bayrou. Il y a un sentiment de submersion. Il a parlé... Et- aussi- Tu as parlé de Roussel. Mais Roussel est passé à la télévision. Il a dit qu'on fait attention aux mots qu'on utilise. Aux mots qu'on utilise. Là, Au départ, c'était parce qu'on te félicitait pour que M. Roussel est maire maintenant. Il est passé maire. exactement. Alors, il est maire de quelle commune, Roussel dit la chose suivante. Je pense à cette information. Roussel dit la chose suivante, qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Entre le sentiment d'immersion, de subversion, et la réalité. C'est deux choses distinctes. Mais comment il s'appelle l'ancien ministre de la Justice? Lui aussi, il avait dit qu'il y avait un sentiment d'insécurité ou sentiment de je Exactement. ne sais pas trop. C'est peut-être le côté politique des gens. Ils disent quelque chose, mais ils ne disent pas En tout cas, franchement. Ils l'enveloppent. ce qui est vrai en France, Ouais. ce que beaucoup de gens ne supportent pas, c'est l'immigration maghrébine et noire. Si les types viennent d'Ukraine, mais oui, il faut dire les choses de manière claire. Si c'est de l'immigration de blancs, il n'y a pas de problème. Grégory, c'est Michel qui parle en ce moment. Bon,
Si ce sont des Blancs qui viennent de Roumanie, de Hongrie, d'Allemagne, etc., il n'y a pas de problème. Le problème pour les Français, c'est le problème des Arabes, Ok. le problème des Maghrébins, le problème des Noirs, les Noirs qui viennent du Sénégal. C'est ça l'immigration. Bien. Alors, on va passer à un autre sujet très rapidement. Et puis, non, je voulais juste dire qu'il avait pris l'exemple de Mayotte. Hein. Quand on parle de Oui, il a Mayotte, parlé de Mayotte, notamment de ouais. Mayotte. Puis je voulais simplement dire que Roussel est maire de la ville de Saint-Brieuc, les eaux, c'est ça? quoi, C'est Saint-Brieuc? Saint-Brieuc, c'est ça? Il a Saint-Brieuc, c'est en Bretagne. Non, c'est Saint-Armand-des-Eaux. Ah bon, C'est d'accord. Saint-Armand-des-Eaux. Je sais Saint-Armand-des-Eaux. que c'est un nom Saint-Brieuc, c'est une composé. grosse Ouais, c'est Saint-Armand-des-Eaux, c'est Non, ça, non, juste un Saint-Armand-des-Eaux. dire Ouais. deux il faut voir qu'aujourd'hui, si on a ce sentiment, si les Français ont ce sentiment de submersion, c'est bien parce que la politique d'intégration a échoué. Lorsqu'on a Exactement. parqué des communautés au même Rapproche-toi endroit. un peu de ton micro, Oui, ça va. excuse-moi. Des communautés au même endroit, forcément, en plus des communautés qui ont des difficultés, des problèmes, trouver un emploi, etc., etc. Donc forcément, ce sentiment de submersion naît. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est surtout parce qu'il y a un problème de religion. Il ne faut pas oublier que les Arabes et même les Noirs de la côte africaine de l'Ouest sont des musulmans. Donc forcément, ça percute la religion des Français, qui est une religion catholique. Donc voilà, c'est simplement ce que je voulais dire. Il y a un problème d'intégration. Il y a un problème. Clairement. Non, mais on va pas Oui, on va pas revenir dessus, mais il y a véritablement un Il problème a laissé d'intégration. allumer, je aimais avoir votre sentiment sur quelque chose. Trump et Bernard Arnault, c'est ça, Bernard Arnault? C'est bien ça, C'est oui. bien ça? Qui disait, hier, j'ai entendu ça en nouvelle, que Bernard Arnault dit qu'il va probablement immigrer aux États-Unis. Oui. Parce que il y a trop de taxes. Il y a trop de taxes en France, c'est 40% à peu près en Non, France. c'est-à-dire dans le projet de loi de finances qui arrive, on veut taxer les super profits Oui. des très grandes entreprises. Et qu'aux qui- États-Unis, qui ont un c'est- chiffre d'affaires supérieur, je crois, à 3 milliards, il me semble. Et aux États-Unis, c'est 15% maximum. Donc, Non. il a envie de partir aux États-Unis. Aux- Et c'est l'homme le plus riche de France. Hein. Aux, Tout à fait. aux États-Unis, c'est pas 15% maximum, mais Trump a annoncé une baisse de 15% sur les impôts. Ah d'accord. Oui, qui vont être, Ok. qui vont être mises en Ok, place. C'est pas la même chose. Ouais. Tout à fait. Mais là où je veux, en tout cas par rapport au propos du PDG M. Arnault, honnêtement, Trump, il dit ça, que la France veut augmenter les impôts, mais il ne dit pas que Trump veut mettre en place, et c'est peut-être pour ça que ça l'intéresse d'aller s'installer davantage aux États-Unis, puisque Trump veut mettre en place une taxe de l'Europe, de tous les produits qui viennent de l'Europe vers les États-Unis. Donc ces produits qui sont produits en France, dans les différents pays européens comme on veut, ils seront taxés quand ils iront aux États-Unis. Mais quand il va s'installer aux États-Unis, ces produits ne seront plus taxés quand il les vendra aux États-Unis. Pour moi, derrière ça, il y a Un business. plusieurs jeux. Une stratégie, Il y a quoi. une stratégie aussi économique qui est mise en place aussi derrière ça, au-delà de ce qu'il dit et de ce qu'il annonce. Parce qu'il ne dit rien hein, face au fait que Trump veut taxer les produits européens entre 15 et 20%, donc les produits qu'il produit en France seront taxés. Notamment, ça fait partie, c'est plein pot, et ces produits d'ailleurs avaient déjà commencé à être taxés quand Trump est arrivé au pouvoir en 2017, quand il avait taxé les spiritueux, Oui, etc., oui, tout et à plusieurs fait. produits français. Le champagne, Voilà, tout ça. exactement, ouais. oui. Ah ben dis donc. Et En c'est tout cas- là qu'on peut convoquer le sentiment patriotique de nos grands capitaines d'industrie et de commerce. Tout à fait. Mais monsieur LVMH, comme on l'appelle, c'est quand même 40 000 salariés en France. Et par conséquent, comme tu l'as dit, c'est un manque de patriotisme. On demande un effort temporaire, parce qu'en plus, Oui, temporaire. c'est temporaire. Hein. Ah oui, tout Ce à qui est fait. demandé dans le budget de Pérou, c'est un effort temporaire, je crois, de 2 ans. Voilà. Oui, oui. Ouais. Non mais je crois quand même qu'on ne peut pas oublier que la France c'est l'un des pays de l'Europe où on paye le plus d'impôts, je crois. Donc pourquoi ça, je ne sais pas. Il faudrait peut-être là aussi se poser Tout des à fait. questions.
Oui, mais majoritairement, ces grands groupes-là arrivent déjà à mettre en place beaucoup d'évasion fiscale. Quand j'ai entendu le PDG de Total qui s'est levé un peu contre ça, quand on voit les impôts que paye Total en France et même en Europe, c'est dérisoire par rapport aux bénéfices que font ces différentes sociétés. Parce qu'il y a ça aussi derrière. Parce que ces sociétés-là, naturellement, déjà mettent de l'évasion fiscale en place. Quant aux GAFA qui vont en Irlande, c'est un peu le même. Alors, les GAFA, c'est quoi pour nos amis Non, les GAFA, c'est même pas Microsoft, Google, Amazon, etc. Enfin, les gros, là. D'accord. Avec tout ce qui était autour de la tech. Théoriquement, l'impôt sur les sociétés en France était jusqu'à un certain époque de 33%. Il était abaissé à 25%. Mais dans les faits, grâce à l'évasion fiscale et à différents procédés, en réalité, les grandes entreprises ne paient que 10%. Donc, par conséquent, il y a... Alors, pourquoi il a sorti ça cette semaine si... C'est une menace. Simplement une menace. Alors, va-t-il mettre sa menace à exécution Parce que s'il a 40 000 salariés, il ne peut pas tous les mais emmener il produit déjà aux États-Unis. Il a déjà 3 c'était de production aux États-Unis. Exactement. Il produit déjà aux États-Unis directement. Bon. Donc ça veut dire que plus on a de fric et plus on veut en avoir. C'est ça le problème. Et moi, je voudrais juste rajouter quelque chose. C'est pour ça que je parle de sentiments patriotiques. Et puis, il y a ça. Et puis, il y a le fait aussi que si on retourne aux années où, quand Macron est arrivé au pouvoir, il a baissé les impôts sur les grandes entreprises et sur les entreprises. Et toutes les études démontrent quoi ? Que ça n'a pas... Il y a eu toujours autant d'évasion, entre guillemets, fiscale. Il y a eu toujours autant d'entreprises qui se sont délocalisées à l'extérieur. Et ça, les entreprises qui se sont délocalisées sont supérieures aux entreprises qui sont retournées en hexagone malgré la baisse de ces impôts sur les grandes entreprises. Est-ce que ça avait fait baisser le chômage quand il a fait ça ? Si, le chômage a baissé, mais il faut rappeler que c'est Hollande qui a mis en place... Ça, c'est Hollande, ça. Le CICE. Le CICE, à savoir 20 milliards d'euros par an pendant... Ça a duré une dizaine d'années. Donc ça a enjambé la mandature de Hollande vers Macron. Et c'est sous Macron que, effectivement, le chômage a régressé. Parce que ce sont les résultats de la politique mise en place par Hollande. Enfin, c'est peut-être à interpréter, mais en réalité, quand on regarde bien, c'est 20 milliards qui ont été donnés aux grandes entreprises, enfin aux entreprises de manière générale, pendant plus d'une dizaine d'années. Oui, mais quand on compare toutes les, je pense que Michel va rebondir tout ça tout de suite, quand on compare le ratio des exos qui sont faits avec le nombre de créations d'emplois, elles étaient vraiment minimes. Ouais. Toutes les études le démontraient. Bon, en tout cas... Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'effort de fait, mais quoi qu'il en soit, le chômage a diminué sous Macron. En tout cas, parce que nous sommes arrivés à 6%. Il y avait une croissance. Et je rappelle que le plein emploi, observé par tous les économistes, c'est 5%. À partir du moment où tu arrives à 5%, on considère que c'est le plein emploi. Bon, en tout cas, le fait, ce que tu dis est vrai, mais il est certain que là, comme tu l'as dit, nous approchons l'heure de vérité. Est-ce que oui ou non, ce budget 2025 doit-il ou non être adopté? Est-ce qu'il y aura les augmentations d'impôts, comme on vient de l'annoncer, pour les grandes entreprises, la participation des entreprises pour pouvoir... Parce que le fond du problème, c'est qu'il manque... On disait 60 milliards, maintenant c'est 50 milliards. 50 milliards, oui. 50 milliards. 50 milliards, hein, c'est pas 50 millions. 50 milliards. Alors, la question est la suivante. Oui ou non? Oui ou non? Faut baisser dans les dépenses de l'État ou faut-il augmenter dans les recettes de l'État? C'est ça la véritable question. Et la question, c'est que, en gros, la gauche dit il n'y a pas un problème d'excédent de dépenses de l'État, il y a un problème de manque de recettes. Voilà. La gauche dit ça parce que lorsqu'elle va arriver au pouvoir, elle a envie de manger le caviar aussi. Hein. Exactement. La gauche en tout cas, malheureusement, c'est sûr que vraisemblablement dans ce budget qui va arriver, il y a plusieurs mesures qui vont nous toucher, notamment ce qu'on a déjà dit, la taxe Chirac, ne serait-ce que sur les billets d'avion, qui vont toucher l'ensemble des Martiniquais, qui sera effective et mise en place, qui sera actée qui sera actée. Non, pour l'instant non. En tout cas, ils l'ont redit encore. J'ai écouté encore la ministre l'avancer de nouveau la semaine dernière. C'est vraisemblablement c'est dedans et c'est pas abandonné en tout cas. Et moi je trouve dommage
dommageable. Ça, j'aurais préféré, par exemple, qu'on taxe les grandes sociétés autoroutières qui ont fait un chiffre d'affaires de 12 milliards l'an dernier, avec une marge de 33%, marge nette de 33% en 2023 et en 2024. Donc j'aurais préféré qu'on taxe ça, qu'on taxe l'ensemble de la population et des Martiniquais qui ont besoin de se déplacer, par nécessité le plus souvent. Eh bien, dis donc. Enfin, sur ces bonnes nouvelles, hein, nous allons essayer de passer un bon week-end quand même. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir été avec nous, avec ta sagesse et C'est toujours avec plaisir, tu le sais. Hein. un plaisir Toujours. partagé de vous avoir de toute façon. Hein. Bon. Pour les téléspectateurs aussi. Michel, merci beaucoup. Bonsoir. Bon. C'est toujours très, très intéressant d'échanger avec ces chroniqueurs. Très bien. Merci beaucoup, Mathieu. En tout cas, merci à toi. Et puis, bien sûr, on l'a dit en début d'émission, nous avons une pensée pour toutes ces familles, en tout cas ces différentes familles qui ont perdu ces jeunes Martiniquais Ces jeunes qui sont Martiniquais, malheureusement oui. partis. Et puis, un propre établissement aussi à Karine, qui n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui. Donc, voilà, WOPO et propre établissement. Merci, Grégory. Merci à vous tous d'avoir choisi de rester avec Zouk Télévision. Et à bientôt. Et même si on nous attaque au tribunal, bon, ça nous a fait. Hein. Allez, force, à bientôt.